La France et ses alliés européens se retirent du Mali mais restent engagés dans la région du Sahel. Les troupes maliennes seront également déployées sur le territoire. Washington affirme à nouveau que Moscou se dirige vers une invasion imminente. La Russie dément. Des bombardements ont eu lieu à l'est de l'Ukraine. La flambée des prix de l'énergie se fait durement sentir par les agriculteurs. C'est le cas en Grèce où des milliers d'entre eux menacent de bloquer la circulation s'ils n'obtiennent pas des aides. La France et ses partenaires européens ont annoncé le retrait de leurs troupes au Mali, tout en préparant les contours du futur dispositif militaire au Sahel. Ça, tu pousses un peu. L'armée française est présente depuis 9 ans au Mali pour enrayer la progression des groupes islamistes radicaux. Malgré quelques victoires tactiques, le terrain n'a jamais été repris par l'État malien. Les relations entre Paris et Bamako se sont finalement détériorées. De son côté, le Mali affirme que le pays continuera de lutter contre le terrorisme qui n'a pas été résolu grâce à ses missions militaires. C'est vrai, ça peut vous poser des inquiétudes. Mais le Mali n'est pas seul et le Mali ne restera pas seul. La France peut partir. Les pays européens peuvent partir, mais je n'anticipe pas. Donnons le temps au temps et vous verrez ce qui va se passer. Certains experts estiment qu'après le retrait des troupes françaises, l'armée malienne pourrait s'appuyer davantage sur les mercenaires russes déjà présents dans le pays. Le groupe Wagner est accusé de violation des droits de l'homme et de vol de ressources naturelles. Après le départ des deux missions Barkhane et Takuba, des troupes maliennes seront déployées dans les pays voisins comme le Niger afin de combattre les groupes djihadistes contrôlant toujours de vastes zones du Sahel. Tout a commencé dans une certaine euphorie début 2013. Les soldats français dépêchés dans le nord Mali parviennent à enrayer la progression des groupes djihadistes. C'est l'opération Serval qui accumule les succès à Gao, à Kidal, à Tombouctou. C'est là que le 2 février, le président français François Hollande est accueilli en héros, en libérateur. Des milliers d'hommes se positionnent dans des bases militaires pour mener dans cette zone désertique des opérations contre les combattants djihadistes. La mission change de nom et devient l'opération Barkhane. À son actif, la neutralisation de plusieurs chefs des groupes radicaux qui essaiment dans la région. Mais cela n'empêche pas la violence de se propager dans le pays. En témoigne l'attentat contre l'hôtel Radisson Blu dans la capitale Bamako en novembre 2015, bilan 25 morts. Les attaques terroristes gagnent aussi les pays voisins du Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et si les populations civiles sont les principales victimes, l'armée française compte elle aussi ses morts. Les images de dépouilles rapatriées du Mali marquent l'opinion publique française et contribuent au climat de défiance vis-à-vis d'une guerre lointaine et surtout sans fin. À l'insécurité sur le terrain s'ajoute une instabilité politique qui culmine en août 2020. Le président malien est renversé par une junte militaire. Le nouvel homme fort du pays est le colonel Assimi Goïta qui assoit un peu plus son pouvoir lors d'un deuxième coup d'État en mai 2021. Les relations entre Bamako et Paris se dégradent. En juin 2021, Emmanuel Macron annonce un redéploiement de la force Barkhane, autrement dit un retrait progressif. À l'automne, l'armée française rétrocède les bases de Kidal, Tessalit et Tombouctou, là où tout avait commencé 9 ans plus tôt. Washington maintient sa position, l'invasion de l'Ukraine par la Russie reste imminente. Les États-Unis assurent que Moscou est loin d'avoir retiré ses troupes de la frontière ukrainienne. De son côté, la Russie martèle qu'elle n'envisage aucune attaque et que les forces déployées partiront après les exercices militaires. Les tentatives de rejeter la faute sur la Russie sont futiles et sans fondement. Et cela montre que l'objectif est de défendre l'Ukraine. Nous sommes très déçus par la position d'autruche de nos collègues occidentaux qui essayent de ne pas voir des choses évidentes. Mais les avions patrouillant au-dessus du Bélarus et le déploiement de nouveaux soldats russes près de la frontière sont perçus comme une menace par les Occidentaux.
L'Ukraine reste attachée à la résolution pacifique du conflit russo-ukrainien par des moyens politiques et diplomatiques. L'Ukraine veut la paix, la sécurité et la stabilité, non seulement pour elle-même, mais aussi pour toute l'Europe. En même temps, je répète qu'en cas d'invasion, l'Ukraine se défendra. L'Ukraine accuse les séparatistes pro-russes d'avoir attaqué ce jardin d'enfants ici à Stanistia, Luganska. Selon l'armée ukrainienne, 32 obus auraient été tirés sur la ville, la privant en partie d'électricité. Les autorités séparatistes de leur côté contestent et accusent en retour l'Ukraine de bombardements intensifs le long de la ligne de contact à l'est. Mario Draghi a accepté l'invitation de Vladimir Poutine et annonce qu'il se rendra à Moscou le plus tôt possible. L'invitation du président russe intervient au moment où les Occidentaux estiment encore très élevé le danger d'un conflit en Ukraine. Lors de leur dernier entretien téléphonique au début du mois, Vladimir Poutine avait assuré à Mario Draghi que malgré les tensions, la Russie était un partenaire fiable et que les livraisons de gaz seraient maintenues. D'un point de vue politique, Poutine n'aurait aucun intérêt à ne pas soigner ses relations avec l'Italie, qui est un des rares pays européens à encore entretenir de bonnes relations et avoir un dialogue avec la Russie. L'Italie a toujours considéré la Russie comme une partie intégrante de l'Europe. En gros, l'Italie peut être un pont entre Moscou et Bruxelles. Près de la moitié du gaz européen vient de Russie et c'est aussi vrai pour l'Italie. Si Moscou décidait de couper les livraisons, les conséquences seraient terribles. La Russie elle-même pourrait bien ne pas le supporter. Selon les dernières informations d'Eurostat, en 2019, l'Union européenne a importé 40% de son gaz naturel de Russie. La Russie est beaucoup plus dépendante de ses exportations de gaz que l'Europe ne l'est de ses importations. Mais les exportations de pétrole doivent elles aussi être prises en compte. La Russie est le deuxième plus important fournisseur de pétrole. Si la Russie interrompait ses approvisionnements, le marché mondial risquerait de s'effondrer et les États-Unis pourraient avoir d'énormes problèmes, car ils sont les plus exposés à ce qui se passe sur le marché du pétrole. La Maison-Blanche a affirmé mercredi que la Russie n'avait pas retiré de troupes dans la zone frontalière de l'Ukraine, mais au contraire envoyé 7000 soldats supplémentaires. La colère des agriculteurs se fait de plus en plus entendre face à la flambée des prix de l'énergie. En France, certains ont bloqué l'accès à une raffinerie près de Toulouse ce jeudi. En Grèce, ils sont des centaines à avoir garé leurs tracteurs le long des routes et ils menacent de bloquer la circulation. Ces agriculteurs se disent pris à la gorge face à la hausse des prix, notamment ceux du carburant et des engrais. Ils réclament une aide financière de la part des autorités. L'an dernier, 17 hommes, les engrais coûtaient environ 500 € la tonne. Cette année, les prix ont quasiment triplé et la tonne coûte plus de 1700 €. Cette hausse des prix est due à la flambée des prix du gaz et du pétrole. Avec le diesel à 1,60 €, c'est très compliqué. Nous, les agriculteurs, on a besoin de carburant tous les jours. Cette hausse généralisée des prix de l'énergie entraîne depuis plusieurs mois une augmentation des prix des matières premières. Et cela se ressent jusque dans le panier des consommateurs. La forte hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation dans l'Union européenne affecte avant tout les plus précaires. Ces populations les plus pauvres ont vraiment des raisons d'être inquiètes. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ces prix de l'alimentation et de l'énergie risquent bien de rester à un niveau élevé, non seulement cette année, mais aussi sans doute dans les prochaines années. D'après l'Office statistique de l'Union européenne, le taux d'inflation annuel a battu un nouveau record en janvier, plus 5,1% sur l'ensemble de la zone euro. Une hausse des prix tirée sans surprise par l'énergie. Les experts mettent en avant les tensions géopolitiques autour de l'Ukraine comme facteur aggravant de cette inflation.